I think that the money aspect of it is what creates all the toxicness in jiu-jitsu. I think that if we were like a sport like American football or even international football where they're making millions, right? The bench warmer, let's go guys, he's making millions. I think that it would be a less toxic culture because there's enough money for everyone to be made. But because there's no money to be made, I feel like everyone's scrounging around and desperate to use each other, to dog eat dog. You know that desperate vibe, Robert, that people have where they're willing to do anything to just get over on another person just to make money. Like that's the vibe I hate from the competitors. That's why I don't really talk to a lot of competitors. Most of them have that energy. That's why most of the time I only hang out with hobbyists that just come after work. That's my favorite type of person because first of all, they actually want to be there. They don't really care about the politics of competing. They like jiu-jitsu, so they don't, and they have a career, so they're not just money hungry, scrounging around and desperate to do anything. Aïe, 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 aïe. Tu entends Mikey Musumbuchi qui est péremptoire avec cette histoire d'argent dans les jiu-jitsu. Il dit que le jiu-jitsu est pourri par l'argent. Bonjour, c'est Jean-Serge Moulumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Et cette vidéo est très intéressante autour de 3 points que je voudrais ici mentionner. Commençons par l'argent. Il dit que si le jiu-jitsu connaît une atmosphère assez toxique, c'est à cause de l'argent. Il souligne notamment le fait que des professionnels, des athlètes professionnels, sont très, très à cheval en matière d'argent. Pourquoi? Parce que dans le jiu-jitsu, c'est un sport où il n'y a pas assez d'argent. Et donc, le peu qu'il y a, ça crée des tiraillements, des jalousies, des envies. Les gens sont prêts à tout pour tirer la couverture à eux, pour avoir un peu de cet argent, ce sponsor, cette prime. Ils sont prêts aux coups les plus bas, si bien que des amitiés fiables ne sont pas si possibles que ça. Lui, il évite. Il dit qu'il évite la fréquentation d'athlètes professionnels pour cette raison uniquement. Alors, Robert Drysdale vient dans son sens mentionner que ce n'est pas simplement le fait du jiu-jitsu, c'est en fait l'argent dans le sport de combat. Il mentionne cet exemple dans lequel il dit que lors de sa pratique du MMA, il y avait des gens qui étaient prêts dans le camp adverse, c'est-à-dire le camp de son adversaire, à venir lui dévoiler des blessures cachées de son adversaire s'il pouvait leur payer $10,000. Il dit que ça ce sont des pratiques du MMA, c'est-à-dire des gens qui sont censés être des partenaires de confiance dans le camp vont partir du camp chez l'adversaire, offrir des secrets pour de l'argent. Il n'y a pas de limite dans ce cadre-là. C'est pour ça que il mentionne aussi l'idée de Jigoro Kano de tenir tout le judo en dehors de la professionnalisation et de le maintenir amateur à cause de ce qu'il ne voulait pas que ça devienne un cirque. Ce qui nous emmène au deuxième point qui est celui de l'éducation. L'éducation est la vocation de l'art martial selon Jigoro Kano. Et c'est pour ça que l'aspect divertissement peut venir corrompre les bonnes volontés que l'on a de s'éduquer, de s'élever, de se construire et de se fortifier en tant qu'individu martialement, aussi bien physiquement, psychologiquement que moralement. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on dit qu'il faut que le sport soit plus spectaculaire? Il faut que le sport soit plus poignant. C'est comme ça qu'il va se développer parce qu'il va attirer plus de regards. Eh bien ça, c'est l'aspect divertissement. C'est ce que l'on a, par exemple, avec l'UFC. C'est que si ça ne produit pas assez de sang, assez de chaos, eh bien, les gens ne s'intéresseront plus au sport, les sponsors ne seront plus là, l'argent ne sera plus là, et donc, ce sera la faillite. D'où chacun impliqué dans ce sport
à quelque niveau que ce soit, doit se poser la question, mais quelle est la route pour un adulte, pour un enfant, pour un adolescent, pour une femme? Quelle est la route? Quelle est la route? Est-ce celle du divertissement ou est-ce celle de l'éducation? Qui voudrait voir un champion prêt à toutes sortes de choses pour obtenir de l'argent? Qui voudrait voir quelqu'un qui se tient avec des valeurs fortes, d'authenticité, de vérité, de sincérité, d'altruisme et de générosité? Ce sont des voix qui peuvent à un moment donné se contredire. D'où l'importance de cette question permanente dans l'esprit de celui qui pratique, et c'est le cas de Mikey Musumeci qui se dit: je suis toujours tiraillé entre l'idée de divertir ou l'idée d'être authentique. C'est une chose avec laquelle j'ai parfois du mal, mais j'essaye de m'améliorer au quotidien. Je pense que c'est le cas pour nous tous. Parce que le tiraillement est là. Quand est-ce que l'on en fait trop, par exemple, s'agissant des réseaux sociaux où il faut tout faire, y compris des choses stupides pour être vu, liké, commenté, avoir des subscribers, etc. Quand est-ce que l'on reste authentique parce que l'on a des valeurs auxquelles l'on tient? Eh bien, jongler en permanence entre ces deux directions, c'est aussi ça que l'on doit pouvoir faire tous les jours, de façon à ne pas trop se laisser emporter par les vagues du marketing. Le point qu'ils ont mentionné, le troisième que je voudrais évoquer ici, avec lequel je suis pas assez d'accord, c'est celui de la trahison des élèves qui vont faire du cross-training. Robert Drysdale cite cet exemple en disant que cet élève qui était ceinture blanche et qui lui posait la question « Est-ce que ça te dérange que j'aille m'entraîner ailleurs ?» à qui il répondait « Non, ça ne me dérange pas, mais je vais te poser un cas précis. Imagine que nous allions tous les deux en compétition et que tout à coup, je te propose d'aller coacher ton adversaire. Est-ce que tu serais content? Qu'est-ce que tu ressentirais ?» Et l'élève de répondre « Ah, mais je me sentirais trahi. » Je ne partage pas tout à fait cette opinion parce que je considère qu'un coach et un élève ne sont pas sur le même plan. On ne peut pas les poser sur le même plan. Il y a le coach qui est un guide, qui montre la voie pour l'élève, qui est l'élève qui doit être guidé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'élève choisit une personne pour l'accompagner, mais le principal est surtout d'être bien informé. Et si l'élève juge qu'il y a des endroits où il peut recueillir le plus d'informations possible pour sa croissance, eh bien, aujourd'hui, en tout cas, l'époque dans laquelle nous vivons le permet assez largement, et tant mieux pour lui. Cependant, cela ne veut pas dire que l'élève doit aussi signifier une sorte d'ingratitude de ne pas reconnaître le rôle que joue le coach à ses côtés. Mais dire que le coach irait en compétition coacher son adversaire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que, alors qui coacherait l'élève? Il serait tout à coup sans coach, sans personne pour lui dire quoi faire. Ça n'a pas de sens. Alors oui, tu peux aller coacher l'adversaire, mais aussi permettre à l'élève d'être coaché quelque part. Évidemment, ça lui ferait quelque chose à l'élève de voir que tu coaches quelqu'un d'autre. Je pense que l'élève a le droit de s'informer au maximum comme il le souhaite, et je pense que le coach peut aussi, à son niveau, se déployer. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un coach qui va faire un stage dans un autre club, dans plusieurs clubs différents? Est-ce qu'il trahit pour autant ses élèves lorsqu'il va donner son enseignement à des gens qui pourraient, par ailleurs, devenir des adversaires pour ses élèves même dans un tournoi? Non, parce que l'information, c'est bien de ça dont il s'agit, elle est valable pour tout le monde. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que l'élève, évidemment, doit montrer de la gratitude, de la reconnaissance. Il n'est pas obligé, c'est vrai, rien ne l'y oblige,
En cela, le coach doit être prêt à faire face à des élèves qui viennent et qui ne sont pas reconnaissants, qui montrent de l'ingratitude, qui partent du jour au lendemain. C'est un peu le lot du coach. À lui de se préserver, de se prémunir, de prendre des mesures nécessaires à l'entrée pour assurer lui aussi sa sécurité mentale et ne pas se retrouver avec des gens qui sont un petit peu des vagabonds et qui n'ont aucune direction éthique. C'est au coach de se prémunir, de faire en sorte que de tels élèves ne soient pas monnaie courante autour de lui. Et ma foi, lorsque cela arrive, eh bien, savoir se distancier de ces personnes-là, mais ne pas faire porter cette responsabilité, cette culpabilité aux élèves. Les élèves sont comme ils sont. S'ils prennent les valeurs que nous leur transmettons, tant mieux. S'ils ne les prennent pas, c'est leur choix délibéré. Il est toujours appréciable de voir de la reconnaissance, de la gratitude, mais quand ces choses-là ne sont pas là, eh bien, il vaut mieux tourner la page et passer à autre chose pour éviter des écueils psychologiques et des embûches dans lesquelles les coachs peuvent souvent se retrouver. Une des façons de se préserver est d'afficher des prix qui soient assez protecteurs, c'est-à-dire qui ne permettent pas à tout le monde de venir à soi, de sorte que ceux qui viennent vraiment, qui s'impliquent dans cette relation de coaching et coaché, eh bien, savent vraiment ce pourquoi ils sont là. Ce sont des gens qui s'engagent et qui ont une certaine discipline éthique. En ce moment, il y a 30% sur les stages de la gamme des GSM BJJ Seminar Series 9 qui est offerte aux clubs qui désirent accueillir les sessions cet été. Alors, sans attendre, il faut prendre contact avec moi pour pouvoir mettre ça en place assez rapidement. Si cette vidéo t'a plu, je te suggère de liker, partager, commenter et bien entendu t'abonner parce que cela m'aide à construire plus de contenu de la sorte et à faire grandir la communauté. Je te dis à la prochaine. Il fallait bagarrer pour comprendre, j'étais un peu perdu là-dedans. Voilà. Moi, je voulais comprendre pour bagarrer, mais il fallait bagarrer pour comprendre. C'est ça, oui.